L'heure du fait média du jour avec ce clash que vous n'avez pas vu samedi soir dont on n'est pas couché sur France 2. Le réalisateur Alexandre Arcadi était l'invité de Laurent Ruquier et ce dernier s'est vivement accroché avec Aymeric Caron. La séquence a donc été coupée au montage mais bien confirmée par Alexandre Arcadi lui-même hier. Avec nous pour en parler, Jérôme Ivanichenko, notre spécialiste des médias. Bonjour Jérôme. Bonjour Thomas. Alors pour commencer, que s'est-il passé sur le plateau d'On n'est pas couché lors de l'enregistrement ? Eh bien Thomas, c'est une altercation violente qui a opposé le chroniqueur de l'émission, Aymeric Caron, au réalisateur Alexandre Arcadi. Alors samedi, si vous faisiez partie des téléspectateurs qui suivaient le talk-show de Laurent Ruquier, vous n'avez pas vu cette séquence qui suscite aujourd'hui la polémique. L'émission n'est pas en direct, elle est enregistrée 2 jours avant sa diffusion, le jeudi, et la vive passe d'armes entre les deux hommes a tout simplement disparu au montage. Mais elle est racontée sur le site internet du magazine Causeur qui a révélé cette histoire hier. C'est Elisabeth Lévy, la directrice de la rédaction du magazine, qui signe l'article. Quelques éléments de contexte d'abord. Alexandre Arcadi est invité dans le cadre de la promotion de son dernier film intitulé 24 jours. Ce film revient sur le calvaire enduré par Ilan Halimi en 2006, torturé à mort par le gang des barbares de Youssouf Fofana. Et au fil de la conversation entre Aymeric Caron et Alexandre Arcadi, le ton serait monté. Le chroniqueur aurait tenu des propos extrêmement vifs. Je parle au conditionnel, Thomas, car on n'a toujours pas vu cette séquence à l'heure qu'il est. Il faut donc se fier aux récits qui en sont faits. Dans ses propos, Aymeric Caron explique que l'affaire du gang des barbares est certes terrible, mais qu'elle est isolée par rapport à l'islamophobie, qui est une réalité quotidienne. Il aurait justifié ensuite la montée de l'antisémitisme comme étant une réponse à la montée de l'islamophobie. Il aurait également déclaré que si on interrogeait Mohamed Merah, il dirait qu'il a tué des enfants juifs parce que l'armée israélienne tue des enfants palestiniens. Des propos que France 2 a donc décidé de ne pas montrer. Des déclarations très choc. Alors Alexandre Arcadi s'est exprimé hier. Quelle est sa version ? Oui, Alexandre Arcadi était sur RMC hier. Une forme de fraternité. Vous avez enregistré l'émission de Laurent Ruquier qui a été diffusée samedi soir. Oui. Et vous avez vu, et la séquence a été coupée au montage. Vous avez eu un accrochage avec Aymeric Caron qui commençait à expliquer que la montée de l'antisémitisme était aussi liée, si j'ai bien lu les comptes rendus qui sont faits sur certains sites, que la montée de l'antisémitisme était liée au fait que les soldats israéliens tuent aussi des enfants juifs et qu'il y a aussi la montée de l'islamophobie, que vous l'ignorez. Vous êtes vraiment accroché sur cette histoire là avec lui ? Accroché, le mot est un petit peu faible. Je veux dire que j'ai été tellement estomaqué, et j'étais pas le seul, puisque on s'est rendu compte que non seulement il apportait comme ça des espèces de vérités épouvantablement. Qu'est-ce qu'il a dit précisément, parce que comme on l'a pas vu, pas entendu. Que on pouvait comprendre parce que des soldats israéliens tuaient des enfants palestiniens. Vous voyez, imaginons déjà cette phrase comme elle est terriblement provocatrice. Et puis ensuite, il a plongé son nez dans ses notes et il a cité des chiffres. Donc tout ça a été préparé. C'était pas quelque chose d'improvisé. Donc c'est ce type de désinformation. Et en disant ça, il justifiait quoi ? Écoutez, la justification, c'est il y avait un parallèle avec Mohamed Merah. On parlait de Mohamed Merah et je faisais remarquer quand même que le président de l'unité de Palestine avait fait une déclaration très claire à destination des Français en leur disant: écoutez, les affaires palestiniennes et israéliennes, ce sont nos affaires et je vous demande de pas vous en occuper, parce qu'à la suite de cette tuerie à Toulouse, c'était insupportable. Et je lui ai fait remarquer qu'il n'avait pas été beaucoup repris dans les médias et que c'était quand même un appel quand même au calme et ne pas mêler les choses. Mais la chose la plus extravagante, c'est qu'on parle d'un crime antisémite en France, d'un jeune garçon, d'un jeune Français, et que ce monsieur vient avec comme ça des affirmations d'un antisionisme et d'un anti-Israël d'une façon tellement caricaturale. Et c'est de l'antisémitisme du coup, vous pensez ? Je pense pas, parce qu'il n'irait pas jusque-là, mais je pense que c'est des raccourcis qui font mal et qui peuvent perturber. Et qui peuvent perturber beaucoup les esprits. On parlait de ces esprits un peu faibles, de ces bras cassés qui peuvent accomplir des choses parce qu'ils ont entendu, soit regarder une vidéo comme celle de ce Mbala ou d'écouter des gens comme ça qui font de la désinformation. Aymeric Caron, mais alors pourquoi C'était de la désinformation, ce qu'a fait Aymeric Caron, c'était de la désinformation selon vous ? Oui, c'est de la désinformation parce que ce sont des raccourcis absolument abjects. Mais alors pourquoi France 2 a censuré cette séquence ? Je pense que... Vous étiez au courant d'ailleurs ? Oui, la production est venue me voir à l'issue de l'enregistrement avec le réalisateur. Ils m'ont dit qu'ils allaient couper la séquence. Pourquoi ? Qu'elle était insupportable. Ah bon, donc ils se sont auto-censurés ?
pas autocensuré, ils ont considéré avec justesse qu'il fallait pas lancer ce type d'anathème qui n'avait rien à faire dans ce débat. Oui, mais ce qui est un peu embêtant, et c'est le problème de ces émissions qui sont pas en direct, c'est que le téléspectateur ne le sait pas, finalement, ce que pense Aymeric Caron sur ce sujet. Ben, on le fait savoir, regardez, je l'ai dit chez vous. Ouais. Et ça ne mérite pas plus. Ça méritait pas d'être diffusé. Ah bah ça méritait pas non d'être diffusé parce qu'il y a un moment donné où la responsabilité doit être prise et c'est grave. Ils ont voulu protéger Aymeric Caron. Je crois pas, non. Leur public. Peut-être, sûrement. C'est-à-dire c'est-à-dire protéger effectivement la mémoire d'Ilan parce ça n'avait rien à voir avec Ilan. Ils avaient peur d'un procès peut-être aussi. Non, je crois pas. Non, je crois vraiment que ça venait d'un... Bien, Aymeric, avec ce livre incorrect, pire que la gauche bobo, la droite bobard, chez Fayard. En fait, l'idée principale de ce livre, Aymeric, c'est de dire que en France, maintenant, la pensée dominante, voire la pensée unique, c'est une pensée réactionnaire, symbolisée par des journalistes, des chroniqueurs, des intellectuels, qui trustent tous les plateaux, à savoir, je les cite, ils sont dans ce livre, Éric Zemmour, Elisabeth Lévy, Alain Finkielkraut ou Robert Ménard, qui est maintenant maire de Béziers. Absolument, absolument. L'idée de ce livre, c'est effectivement de montrer que la bien-pensance, puisque c'est un terme à la mode, a changé de camp. Vous dites d'ailleurs que Alain Finkielkraut, Elisabeth Lévy, Éric Zemmour et Robert Ménard ont finalement un point commun. C'est que ils n'arrivent plus à concevoir la France telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont nostalgiques d'une France, peut-être qu'elle n'a d'ailleurs jamais existé, mais qui était leur France à eux. C'est une France rêvée. C'est une France alors certains vont puiser dans leurs souvenirs d'enfance pour essayer de reconstituer une France à laquelle ils sont attachés. Une France finalement. Alors si on prend, il y a des cas. Ce sont des cas un petit peu différents. On a chez Éric Zemmour, je l'explique, des blessures d'enfance qui sont liées au fait que c'est un juif d'origine berbère, comme il le revendique lui-même. Donc il a toute une histoire chez lui en Algérie qui lui fait percevoir la religion musulmane d'une certaine manière, qui n'est pas objective. Chez Alain Finkielkraut, c'est encore une autre histoire. Il a été accueilli en France très jeune par ses parents, donc immigrés, et donc il a une reconnaissance éternelle en cette France qui lui a permis. Et il comprend pas qu'un jeune immigré aujourd'hui n'ait pas cette même reconnaissance. Cette même reconnaissance, en tout cas, ne suivent pas le même parcours que lui. C'est-à-dire que lui, il a décidé, il a senti, il a éprouvé le besoin, comme l'avaient fait ces Français, de devenir plus français que français, en apprenant la langue d'une certaine manière, en essayant d'épouser les rites français tels qu'il les imagine, mieux encore que les Français qui étaient là, qui sont en France depuis 5, 6, 7 générations. Il ne comprend pas que des nouveaux venus aujourd'hui en France puissent dire, ok, moi j'aime la France, néanmoins, est-ce que je peux garder aussi une part de ma culture personnelle? Il n'aime pas cette France communautariste, tout simplement. Ça dépend de ce qu'on appelle communautariste. Est-ce qu'être communautariste, c'est les communautés qui vivent les unes à côté des autres. Oui, mais ça peut être le communautarisme. On entend souvent par là, en fait, le fait d'avoir des croyances personnelles qu'on souhaiterait presque imposer aux autres. Moi, cette France-là, j'y crois pas du tout. Bien évidemment, elle me choque. En revanche, une France multiculturaliste, comme on peut le voir au Canada, par exemple, avec des cultures qui se respectent, qui cohabitent, ça, c'est possible. Effectivement, quelqu'un comme Finkielkraut, Zemmour, bien évidemment, également, n'y croit absolument pas. Maintenant, quelqu'un comme Robert Ménard partage également cette même peur. Donc, je pense que ça n'est pas lié intrinsèquement à leur religion, mais ça peut bien évidemment dans certains cas s'y ajouter. Pour Finkielkraut, c'est tout à fait possible. L'un des points communs entre tous ces personnages, et ça c'est très important parce que c'est vraiment l'un des points essentiels du livre, c'est pour ça que ça s'appelle Pire que la gauche bobo, la droite bobard, c'est que ce sont des personnages qui ne connaissent pas les sujets dont ils parlent. C'est-à-dire que Elisabeth Lévy, Alain Finkielkraut, Zemmour sont des gens qui ne vont jamais en banlieue, qui n'y sont jamais allés, même si Zemmour revendique toujours le fait d'être né en banlieue, mais enfin il est pas né dans les banlieues les plus chaudes et là où on était confronté au pire. Donc ils sont dans le fantasme. Ils sont dans le fantasme et dans le déni le plus total. Les gens que vous citez, ils votent Front National. Éric Zemmour, il vote Front National. Vous laissez entendre qu'il vote Front National, mais qu'il ne veut pas le dire ou qu'il ne l'assume pas complètement. Je cite une anecdote, c'est-à-dire qu'Éric Zemmour, invité sur le plateau d'On n'est pas couché, a été interrogé sur ses votes aux dernières élections présidentielles. Quand je dis les dernières, c'est pas juste celle de 2012, mais les précédentes. Et il a donné à chaque fois son vote. Il a dit qu'il avait voté pour Mitterrand, pour un tel. Et puis effectivement, lorsqu'on l'a interrogé sur celui de 2012, tout à coup, il nous a dit « je ne m'en souviens plus ». Et donc c'est très très curieux, cette espèce de... C'est le plus récent pourtant. C'est le plus récent, cette espèce d'oubli qui semble ressembler vraiment à de la gêne. Et il se trouve que lorsqu'on écoute les idées d'Éric Zemmour aujourd'hui, ce sont les idées du Front National. Donc je ne vois pas pourquoi il aurait voté pour un autre candidat que Marine Le Pen.